Pipelette. Salut, tu écoutes Les Pipelettes, un podcast pensé par l'association Jeune et Rose. Moi, c'est Sandra. Moi, c'est Laetitia. On a toutes les deux été touchées par un cancer du sein et on est les voix des pipelettes. Tour à tour, aux côtés de femmes touchées par la maladie, on va aborder entre nous et sans tabou tout ce qui nous a chamboulés, questionnés dans nos parcours. Bonne écoute. Pipelette. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Moi, c'est Laetitia, j'ai eu un cancer à 28 et à 35 ans. Et aujourd'hui, on va parler génétique. Dans l'association, de nombreuses filles ont découvert la présence d'un gène en même temps que leur maladie. Parfois, suite à cette annonce, une mère, une sœur, une cousine découvrent qu'elles sont également porteuses du gène. Alors, que faire de cette annonce ? Comment vivre avec ? Et qu'est-ce que cela change au quotidien et à la dynamique d'une famille ? Pour en discuter, je suis accompagnée de Laureline et de Mélissa. Toutes deux sont cousines. Elles sont porteuses du gène BRCA1. Salut les filles, est-ce que vous allez bien ? Ça va très bien, très contente d'être ici avec vous. Pareil, très contente. Juste, on est porteuse du gène BRCA2. Ah voilà. Bon, très bien. Alors les filles, ma prochaine question, c'était comment vous l'avez découvert, etc. Mais on va d'abord parler peut-être de votre gène, BRCA2 et non pas 1. Est-ce que l'une de vous veut bien m'expliquer la différence ? Mais je te laisse la place parce que je ne la connais pas. Alors, moi, je suis pas professionnelle de santé, je pourrais pas hyper bien l'expliquer, mais en tout cas, le BRCA1, de ce que je sais, il est un peu plus agressif, de ce qu'on en dit, en tout cas, en termes de statistiques. Donc, je crois qu'il a un taux de probabilité de l'ordre du 60-70%, alors que le BRCA2, il est moins agressif, puisque les stats sont moins fortes. Ok. C'est ce que j'en sais. Ok, moi je croyais qu'il y avait un truc avec les seins et les ovaires. Le BRCA concerne les seins et les ovaires. Le 2, 1 ok, et le 2. D'accord. Bon, c'est bon. Donc maintenant qu'on sait que vous êtes porteuse du gène BRCA2, on voudrait, s'il vous plaît, que vous nous expliquiez, du coup, comment ça s'est passé. Est-ce que vous, dans votre famille, il y a quelqu'un d'autre qui est porteur du gène, par exemple ? Alors, tellement de personnes. D'accord. Mais comment on l'a découvert ? Je pense que c'est de la même manière. En tout cas, qu'il y avait ce gène dans la famille, parce que c'est une cousine à notre grand-père, c'est ça, qui nous a envoyé une lettre à toute la famille pour prévenir, en fait, qu'elle avait découvert qu'elle avait ce gène, elle avait suite à un cancer. Et du coup, pour prévenir tout le monde et dire les possibilités, de se faire dépister. C'était pour prévenir tout le monde. Et après, chaque membre de notre famille a fait ou pas le test avec des temps différents. Moi, par exemple, j'ai fait le test il y a 1 an. Déjà ? Ouais, je crois. Hein. Ok. Il y a 1 an. Ouais, j'ai fait le test et j'ai eu les résultats en juin de l'année dernière. Donc c'est assez récent. Mais le courrier de la grande cousine, la cousine éloignée, on l'a reçu en 2009. Ah, oui, ok. Voilà, oui. Et donc, en fait, la cousine donc, de votre grand-père avait envoyé une lettre à toute la Tous les famille. membres. Ok, parce que vous connaissiez ou non, Pas parce du tout. qu'elle vous a recherché. Oui, Dis donc, on c'est sait beau pas qu'elle ait qui fait ça c'est. par contre. Oui. Ouais, D'accord. c'est un beau cadeau. Oui. C'était à l'Institut Curie, je crois. D'accord. Et je crois que il me semble, mais peut-être que je dis des bêtises, que ça lui a été recommandé de dire à l'époque c'était pas aussi connu, et du coup on lui a dit c'est important que vous préveniez les membres de votre famille. Donc on a tous reçu ce courrier, et après libre à nous de dire ce qu'on fait de cette information. D'accord. Donc, du coup, la cousine de votre grand-père, donc votre grand-père. Paternelle. Paternelle. Moi, maternelle, du coup. Et toi, Oui. maternelle. Voilà, parce Du que coup, on va j'allais dire, peut-être faire c'est un quoi petit, votre lien de. Voilà. Alors. On va peut-être faire le petit arbre généalogique. Donc, Ouais, tout à nos fait. grands-parents, du coup, moi maternelle et Laureline paternelle. Donc, ils ont eu 3 filles et 2 garçons. D'accord. Donc 5 enfants. Donc, pour ma part, ma mère a eu un cancer en 1999, son premier cancer après ma naissance. Ok. Et elle s'est fait tester du gène avec ses 2 sœurs après la mort de mon grand-père, donc qui est mort en 2009, en 2010. Donc D'accord. en fait, elle venait d'apprendre l'existence du gène. Ouais, ce que j'allais dire, elle venait d'apprendre la lettre. Ok. Oui. Et ta mère, donc, était porteuse ? Ma mère était porteuse. D'accord. Ma tante, une de mes tantes aussi était porteuse, qui a aussi eu un cancer par la suite et est aussi décédée. Ma mère est décédée aussi. D'accord. Et donc la troisième sœur n'était pas porteuse. Ok. Et mon père est porteur.
D'accord. Et nous, du coup, dès qu'on a reçu la lettre, ma mère côté maternelle qui n'est pas concernée par le gène, elle est infirmière, donc elle est hyper concernée. Elle en a fait un drame alors que moi je m'en foutais. Et elle nous a demandé à mon frère et moi, est-ce que vous voulez vous faire dépister Et donc moi je me suis fait dépister en 2009. Et j'ai vu que mon frère et moi on est porteurs. Et mon père aussi. Donc, dans les 5 frères et sœurs de nos cousines, en gros, il y a la première qui a le gène qui est décédée du cancer du sein. La deuxième qui n'a pas le gène. D'accord. Donc, qui est un peu épargnée dans la loterie. Mais elle le vit aussi mal parce qu'on se disait hier, elle a perdu syndrome du survivant. Ouais. Parce que les 2 sœurs sont décédées et elle non. Donc, ça fait un peu la culpabilité de pourquoi elle et pas moi. Après, il y a mon père. Non. Il y a ta sœur ou... Ma mère. Moi, je connais pas les années de naissance. Mon père. Ensuite, il y a sa maman qui, elle, a eu le cancer et est décédée. Et il y a le dernier qui, je crois, n'a pas fait le dépistage. Mais n'a pas d'enfant. Mais n'a pas d'enfant. D'accord. Est un homme, donc vraiment. Ne souhaitait pas faire le test. Oui. Et je pense qu'il se sent pas concerné. D'accord. Et ton père, lui, n'a pas eu de cancer? Non. Ok. Par contre, il est porteur du gène. Et du coup, vous deux aussi, ton frère et toi? Ouais. Ok. D'accord. Et lui, il a plutôt, je pense, ça c'est mes suppositions, le poids de la culpabilité d'être le transmetteur. Bah oui. Et du coup, donc vous deux, vous avez fait donc toi en 2009, toi donc l'année dernière. Ouais, avec ma sœur du coup. Ok. Donc je sais pas si j'anticipe déjà, mais suite au fait que Laureline ait fait son ablation mammaire. Est-ce que je raconte déjà ça? Oui, tu peux, et après t'inquiète, on reviendra, il y a pas de problème. Et suite à ça, et eu un cancer quand même. Pour ma sœur, ça lui a fait un déclic de OK, il faut qu'on se fasse tester, parce que nous on était plus dans une optique de, enfin moi j'étais dans une optique de je fais ce que ma sœur fait. Ah oui, d'accord. Je m'en fous parce que dans tous les cas je n'ai pas le gène, donc je fais juste ce que ma sœur va faire. Et ma sœur elle était dans cette optique un peu si je découvre que j'ai le gène, en fait mentalement je vais créer ce cancer. Donc on était un peu plus dans une démarche comme ça. Et après du coup il est arrivé ce qui est arrivé à Laureline. Et ma sœur elle s'est dit non, en fait on arrête les conneries, on va se faire tester pour voir si on a le gène. Et du coup on a fait le test en même temps ensemble et toutes les deux on l'a. D'accord. Et toi t'étais persuadée de pas l'avoir? Ouais, sûre de moi. Mais moi. pourquoi? Tu sais pas? On comme a discuté un petit peu hier. Alors vraiment, je suis quelqu'un, j'écoute mon intuition et tout, et genre je disais aux gens mais je le ressens au fond de moi que je ne l'ai pas en fait. Et bon bref, il se trouve que je l'ai, j'étais bien choquée, mais en analysant Intuition un petit peu de merde. de ouf. On peut être bonne sur cette intuition et d'autres non, c'est pas grave. Ouais, j'ai remis un peu tout en question du coup mais en analysant, je pense que c'est parce qu'on m'a toujours dit et que je ressemble énormément à mon père et que ma sœur ressemble énormément à ma mère, et je pense que j'ai intériorisé ça. Ok. Et par contre, alors t'es pas obligé de répondre, mais c'est pas le décès de ta maman qui t'a poussé à faire le gène? Non. À faire la recherche du gène? Non. D'accord. Pas tant. Ok. J'aurais cru que ça allait être ça parce que quel est le déclic, quoi? Tu sais, t'as envie de dire, c'est quoi le déclic? Du coup, ma mère, elle est décédée en 2016. Et donc, moi, je l'ai fait en 2024. Ouais, d'accord. Donc pas du tout. Après, mon père, mon père était plus à nous pousser à faire vers ce test. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Parce qu'il avait un lien de j'ai déjà perdu ma femme. Ouais. J'ai pas envie que mes filles de perdre mes filles. Et puis, j'ai quand même grandi dans ce truc, donc d'avoir une maman qui a un cancer, et mon père qui nous a beaucoup répété que si ma mère a son premier cancer, elle avait fait enlever ses 2 seins, il serait probablement pas arrivé tout ce qui est arrivé après. Parce que du coup, elle a eu un cancer d'un sein qu'elle a fait enlever, puis après elle a eu de l'autre sein. Enfin, donc j'ai quand même grandi avec ce truc de... Et mon père qui nous disait tout le temps, mais faites-vous des plus jolis seins, des plus gros seins. Je vous les paye, vos seins. Donc quand même un peu, pas poussé, mais en tout cas, c'était plutôt un truc pas négatif à faire. Oui, et c'était une discussion que vous aviez déjà dans la famille, en fait. Ah oui, totalement, oui, totalement. Et ça a dû être quand même un gros chamboulement dans votre famille, cette lettre et les tests et tous les cancers que vous avez vécus, enfin... Ou non, c'était... Je pense qu'on était un peu trop petite pour... On était jeunes. D'accord. Moi, 2009, donc j'ai 19 ans. Je découvre ma sexualité. Là, on parle d'ablation de sein. Je fais, attendez les gars, je viens d'avoir mon premier rapport sexuel il y a pas longtemps. Et en plus, on me dit maintenant, pour moi, ça me passait mais à watt mille au-dessus de la tête. Ma mère, ça l'inquiétait beaucoup. Je pense qu'elle a eu beaucoup de mal. J'ai l'impression que c'est plus elle qui a pris le choc que moi. D'accord. Je pense que elle portait le poids de la culpabilité de...
un peu le syndrome mère sacrificielle de c'est à moi de porter les problèmes de mes enfants. Et comme c'est un truc qui concernait mon père, mon frère et moi, qu'elle n'était pas concernée, je pense qu'elle se sentait démunie de dire mince, je peux rien faire pour mon enfant. Et je pense qu'elle a pris pour elle tout ce qui concernait ce gène pour moi, pour essayer de dire je me sens autant concernée que les 3. Eh oui. J'imagine. Donc elle en a fait un drame, ma mère. Et c'est elle, donc tu disais tout à l'heure, qui t'a poussé à le faire, enfin, comme elle était infirmière. Ouais. Mais toi, t'as eu un déclic aussi, ou non, tu l'as fait parce que ta mère était infirmière? Comme Mélissa, j'étais toi, comme t'étais mon frère. persuadée? Non, Ah, c'était d'accord. mon frère est plus concerné par toutes les thématiques de santé. Il est, je dirais pas, c'est pas hypocondriaque, mais en tout cas, ça le touche. Alors que moi, je m'en fous complètement. Et du coup, j'avais un peu comme Mélissa, quand mon frère fait, je fais. Voilà, c'est lui qui dit. C'est Vous êtes les deuxièmes. Les deuxièmes, toutes les deux, non? Les petites suiveuses. Voilà. J'étais là, attends. Ok. On est les deuxièmes, c'est Ah ouais, les grands d'accord. qui font tout. On les laisse passer devant, comme pour les bêtises, pour tout, Exactement. quoi. Ok. Maline. Moi, je me souviens de mon frère qui dit moi, je veux absolument savoir si je l'ai. Et moi, je dis si mon frère le fait, je le fais. D'accord. Ok. Mais je pense que je mesurais pas vraiment la portée du truc à cette époque-là. Donc toi, tu avais 19 ans quand tu as su que tu étais porteuse du gène. Ouais. Et toi, du coup, l'année dernière, tu avais quel âge? 26 ans. Mais ça doit être sacrément, enfin, ça chamboule la tête quand même, parce que du coup, toi, comme tu disais, à 19 ans, t'es plutôt dans des rapports sexuels, autre chose. T'es pas dans des mammographies, examens, parce que du coup, ça s'est enchaîné comment après que vous ayez su pour le gène? Des examens de santé, des mammos, des échos, enfin. Là, du coup, moi, l'année dernière. Ouais. Après, moi, c'est compliqué parce que vu que moi, j'étais persuadée de pas l'avoir, je faisais quand même un peu ça pour ma sœur parce que j'avais peur que ma sœur l'ait. Et du coup, c'est un peu pour l'accompagner que je faisais ça. Bon, au final. Ok. Mais donc, moi, dans ma tête, je m'étais toujours dit, si j'ai le gène, je me fais enlever les seins. Mais D'accord. c'était loin vu que ça n'allait pas m'arriver. Ben oui. Mais c'est toujours ce que je me dis. Et du coup, non, pour l'instant, vu que je suis encore, 26 ans, je suis pas encore dans le protocole. Je vais commencer là, peut-être à faire les mammos et tout ça. Mais pour l'instant, t'as pas fait, t'as Non. juste su que t'avais le gène, mais Ouais. t'as pas fait d'examen de santé plus que ça. Non, rien du D'accord, tout. ok. Rien du tout, juste j'ai eu mon rendez-vous avec la chirurgienne, sexologue, psychologue. J'ai commencé le processus pour me faire l'ablation mammaire. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus, par exemple, toi, vu que tu l'as vécu, comment ça se passe? Alors moi, donc à 19 ans, je l'ai su. Et là, en fait, ce qui était très bien, j'avais la chance de m'en foutre complètement. Ça, c'est trop bien. J'ai pas vécu l'épée Damoclès. Je sais que toutes les femmes disaient on a la pression. Moi, j'ai commencé les imageries. Donc il faut faire une IRM, une échographie au début, à partir de 25 ans. D'accord. Et après, le protocole, il calcule 5 ans avant le premier cancer de la famille. Ok. Donc, il faut faire tout ce travail d'arbre généalogique qui nous avait été fait par cette grande-tante. On savait que le cancer le plus jeune de la famille était à 33. Donc, -5, il fallait que je commence les mammographies à 27 ans. Ok. Donc, de 25 à 27, j'ai fait que des IRM et des échographies. À 27 ans, j'ai commencé ma première mammographie. Moi, avant 25 ans, le généticien que j'avais vu à Marseille m'avait dit vraiment, moi j'avais trouvé ça génial et là j'ai envie de le dire dans le podcast. En fait, le gène, c'est un facteur de probabilité. Donc il m'avait expliqué que ce gène, c'est comme un petit, j'ai adoré l'image, c'est comme un petit garagiste du coin. Quand il fonctionne bien, il va faire les petites réparations. Donc quand s'il va y avoir des cellules cancéreuses qui vont dégénérer en cellules cancéreuses, il va pouvoir, ce gène, quand il fonctionne, les réparer immédiatement. À l'effigie du petit garagiste ou petite garagiste, ce gène sait faire que des petites réparations. Mais si ça devient un peu trop gros, la grosse fuite de la durée qui pète, ça pourra pas combler. Et on sait très bien. Et en fait, nous, le gène BRCA, c'est une défaillance de ce petit ou cette petite garagiste. Donc, s'il n'y a pas de fuite, il n'y aura jamais de cancer. Oui. Mais s'il y a une petite fuite, en fait, elle va se transformer en grande fuite. Donc, le généticien m'avait dit, déjà, quand vous avez cette mutation, non seulement ça arrive, mais ça arrive vite et fort. Parce qu'il n'y a pas le premier rempart. Mais il y a des facteurs aggravants. Et c'est un facteur aggravant, ce gène. Dans les facteurs aggravants, l'ordre d'importance, le facteur numéro 1, je crois, dans mes souvenirs, que c'est le stress.
D'accord. Donc le stress est un facteur de déclencheur de cancer. Le numéro 2, c'était le tabagisme. Le numéro 3, c'était l'alcool. Le numéro 4, c'était l'obésité. Le numéro 5, je sais plus ce que c'était. Et le numéro 6, c'était le BRCA. D'accord. Donc en fait, déjà, il m'avait dit, si déjà, vous fumez pas, vous buvez pas, vous faites du sport, vous stressez pas, c'est ça la priorité sur laquelle il faut se concentrer pour ne pas déclencher de cancer du sein. Et du coup, moi, ça m'avait beaucoup soulagée en disant, vraiment, on remet un peu l'ordre des choses. C'est pas parce qu'on a BRCA que ça y est, Ça y est, on t'as va un l'avoir. cancer, ouais. Ok. Alors que mes cousines, Ouais. donc Charlotte, qui n'est pas là, qui est la sœur de Mélissa, elle avait, si j'ai la mutation génétique, j'ai le cancer. Ouais. Elle avait fait vraiment le lien. Alors que moi, j'avais complètement dissocié. C'est pas parce que j'ai le gène que j'ai le cancer. Ouais, peut-être donner un peu les stats qu'on nous donne quand on nous annonce ça, qu'on a le gène. Du coup, une femme lambda a à peu près 10 à 12% de risque d'avoir un cancer du sein dans sa vie. Il me semble que c'est ça, hein, si je me trompe, vous me dites. Avec ce gène, moi, j'avais l'info de 45 à 50% de risque d'avoir le cancer, de développer un cancer du sein. Toi, t'avais plus 60%. Ouais, mais D'accord. donc, je suis Ça pas varie, sûre. mais c'est énorme. Et quand tu te fais opérer, tu descends à 2%. D'accord. Donc moi j'étais mais truc de fou quoi. Même Bah en oui. dessous des femmes lambda on descend, donc ça me, enfin moi c'est ça vraiment le. Toi, ça t'a réconforté de savoir Ah ça. oui. Et ta sœur, elle est toujours persuadée que quand on est porteuse du gène, on a un cancer ou non? Alors Maintenant, ça va mieux. le mois dernier elle s'est fait l'ablation des seins. D'accord. Donc est-ce qu'elle est toujours persuadée? Non, je pense pas. Non. Mais Non, surtout, c'est bon, ouais. Bah surtout maintenant qu'elle s'est fait enlever les seins. Ouais, du coup, maintenant, on elle est enlève- rassurée aussi. Oui. Non mais oui, on enlève quand même on enlève une grosse partie du risque, même si tu peux avoir un cancer d'autre chose. Enfin, Bien on sûr. sait tout ça, mais t'enlèves quand même le risque de je sais même pas combien de pourcents. Enfin, c'est et que aussi peut-être on peut dire chaque enfant d'une personne qui a le gène a une malchance sur 2 d'avoir ce gène. D'accord. Donc Ça- nous, au sein de ce on a fait la génération de nos parents. Sur 5 enfants, il y en a 4 qui l'ont, Oui. une qui l'a pas. Sur la génération d'en dessous, là on vient de faire les comptes. Il y a toi et ta sœur, vous l'avez. Moi et mon frère, on l'a. Et les enfants de la 3e personne qui l'a, il y a 3 enfants et il y en a. Une qui l'a, un qui l'a pas fait le test et une qui l'a pas. Donc D'accord. c'est quand même très aléatoire. Enfin, Ouais. Et c'est pareil, c'était leur mère, du coup, Ouais, que vous avez ouais. en commun. c'est ça. D'accord. Parce qu'on pourrait croire que, du coup, avec le père, non. Et en fait, Bah ouais. tu vois, c'est... Mm-mm. Ok. Bon, très bien. On a fini l'arbre généalogique. Et donc, du coup, toi, tu te fais opérer... Enfin, t'as pas fait encore d'opération. Non. Tu as, en tout cas, en projection de te faire opérer. c'est ça. Toi, tu t'es déjà fait opérer? Oui. Ok. Mais alors moi, ça va pas rassurer les gens qui nous écoutent. Non, mais alors, voilà. Tout le monde est différent. La preuve, puisque vous êtes cousines et vous avez pas du tout la même chose. Donc... Donc moi, à partir de 27 ans, je commence les mammographies et je suis vraiment nulle en prise de rendez-vous. C'est une catastrophe. J'aime pas prendre des rendez-vous, ça m'agace. Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais je m'en voudrais toute ma vie si j'ai un cancer parce que j'ai pas été foutue de prendre un rendez-vous en temps et en heure. Et donc, je me suis dit, en fait, je vais aller vers l'option de l'ablation des seins et de la mastectomie pour presque m'épargner de la charge mentale. D'accord. Quand j'ai vu les psychologues, parce que pour être validé, pour faire la mastectomie, on doit être validé par un triptyque, voire un Moi c'était 4 personnes. Ouais. quadriptyque, je sais pas si ça se dit. On peut le dire. Génétique, psychologie, chirurgie. Et moi j'avais Et une sexologie sexologie. aussi. D'accord. Une sexologue? Ouais. Bon. C'est trop bien ce qu'elle a eu. Et donc, moi, j'en parle à la psychologue dans la démarche de la validation. Et je lui dis, j'ai honte, mais je crois que ma motivation première, c'est juste de pas prendre de rendez-vous. Voilà, je vais me faire retirer un organe pour pas prendre de rendez-vous. Ça craint, mais c'est ma raison. Et donc, je fais toutes les démarches pour me dire, maintenant, je vais me renseigner pour comment on enclenche le processus de mastectomie préventive. Et à ce moment-là, j'habitais à La Réunion, donc je rentre en métropole pour essayer de voir des différents chirurgiens et chirurgiennes, quelles sont les techniques, etc. Je trouve une chirurgienne avec qui je me sens en confiance, bien. Il y a 50 000 techniques de chirurgie. On nous enlève les muscles dans le dos pour les mettre dans les seins, on nous enlève des muscles de la cuisse pour le mettre dans les seins, on nous met des prothèses, pas des prothèses, par-dessus le muscle, pas par-dessus le muscle. Donc
moi, j'ai fait le choix de, je pense, prendre le contrôle et dire je veux choisir la technique qui me correspond le mieux. Et il y a des gens comme ma cousine qui, moi, on me dit ça et j'ai pas envie envie d'aller voir 50 000 personnes. Moi, j'ai préféré. Toi, t'avais besoin. J'avais besoin de me dire, je vois ce qui existe et je vois ce qui me correspond. Et t'avais quel âge? C'était en 2023. D'accord. Donc j'avais 33 ans. Ouais, donc quand même entre 19 où t'as su et 33, t'as pas senti le besoin en tout cas avant. Okay. Je m'en foutais. J'allais aux IRM en me disant oui, je vais faire ma prise de sang comme aller au don du sang. Enfin vraiment, je n'avais pas le poids de ce qui se passait. Donc tant mieux. Et quand je décide de faire la mastectomie, donc je choisis la chirurgienne avec qui on va faire la démarche. Je fais une IRM de contrôle avant l'opération. À l'IRM de contrôle, ils voient un petit nodule et ils me disent si vous étiez une femme lambda, on ferait rien, mais comme vous êtes BRCA, alors on va faire une échographie de contrôle. Ils font une échographie de contrôle. Ils me disent si vous étiez une femme lambda, on ferait rien, mais comme vous êtes BRCA, on fait une macrobiopsie. J'ai fait une macrobiopsie et là, ils ont prélevé le nodule et ils ont vu qu'il était bénin. Mais moi, là, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est ça le reste de ma vie, là. C'est à chaque fois d'être, si vous étiez normal, on ferait rien, mais comme vous êtes BRCA, on va faire toute la panoplie. Je me suis dit, j'étais là, mais c'est pas possible, en fait. Je veux pas que le reste de ma vie, ce soit à chaque fois, vu que je suis mutée BRCA, il faut que je fasse toute l'artillerie. Oui, puis avoir peur des résultats et tout ce que ça en Donc, j'étais derrière. confiante. À ce moment-là, j'avais pris la décision de la mastectomie, mais ça m'a rassurée de dire, c'est la bonne décision que j'ai prise. Je me suis fait enlever les seins en octobre de l'année dernière. Donc, on a retiré la glande mammaire. J'ai fait l'opération. Tout s'est bien passé. J'étais la première dans la famille à lancer un peu le truc. D'accord. À 33 ans. Donc, toutes mes cousines, elles étaient là, ouh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et en fait, dans ce cadre-là, dans la mastectomie préventive, ils envoient la glande mammaire en analyse. Mais comme il n'y a rien à rechercher, vu que c'est du préventif, ils font des prélèvements au hasard. Et sur un des prélèvements au hasard, ils sont tombés sur une tumeur. Donc là, je retourne voir la chirurgienne en post-opératoire en mode on fait juste un contrôle des pansements pour voir si les cicatrices sont jolies. Et là, elle me dit on va devoir parler des résultats. Donc moi, je lui dis mais de quels résultats on parle? Enfin, et là, elle me dit en fait, on a trouvé une tumeur. Maintenant, il va y avoir 2 processus. Enfin, on va faire la suite. On va voir si la tumeur elle a migré dans les ganglions. Je vais aller prélever le ganglion sentinelle. Et on va voir s'il est touché ou pas touché. S'il est pas touché, et il y a de fortes chances qu'il soit pas touché, vous aurez juste de l'hormonothérapie. Donc, prendre un comprimé pendant 5 ans. Si le ganglion sentinelle est touché, je me souviens très bien, elle m'a dit, là, ce sera une toute autre histoire. J'ai parfaitement compris qu'elle était en train de dire chimio, radio et tout. Je me refais opérer, du coup. Et là, c'est quand même la claque, quoi. Un peu la claque. Là, c'était une grosse claque. Et en fait, elle m'a pris, à l'opération, elle a pris le ganglion sentinelle, mais elle en a pris un autre au hasard à côté. Et il se trouve que dans les résultats, le ganglion sentinelle n'était pas touché, mais l'autre qu'elle a pris au hasard à côté, oui. Là, j'aurais dit, vous allez arrêter de prendre des trucs au hasard. C'est clair. Parce qu'à chaque ça me réussit pas trop. Oui, c'est vrai. Et là, je sais que la chire, elle m'a dit, je sais que pour vous, c'est trop tôt d'entendre ça, mais en fait, on fait bien parce que ça ne pouvait que mal se passer si on faisait rien. Et donc là, après, j'ai continué tout le processus de le ganglion était touché, donc PET scan, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Le petit package total. La totale. Okay. La partie communication aux proches, ça a été un vrai sujet. Je sais plus si dans les pipelettes vous en avez fait un podcast ou pas. On a fait un podcast sur les aidants, mais on n'a pas été sur comment l'annoncer en gros à ta famille. Et moi, je sais que ça a été un truc où, en fait, c'est un vrai sujet. Que ça nous tombe dessus. Au début, on se dit, ouais, c'est bon, on s'en fout, la priorité, c'est toi. T'es là, mais en fait, non, tu peux pas ne pas l'envisager. Donc, faut forcément l'intégrer. Et donc, au tout début, je me suis vraiment posé la question de, OK, comment je vais gérer tout le monde? Et donc, j'ai décidé de faire, au début, une note vocale. Parce que je suis très à l'aise avec le vocal, à mon premier cercle. Et demander au premier cercle d'être des ambassadrices des gens que je connais moins pour aller relayer l'information, pour me soulager en fait. Donc ton cercle, c'est-à-dire tes parents, ton frère, tes amis proches? Et les amis proches. D'accord. Et en fait, j'ai compris que dans ce vocal, comme il y a toute l'émotion qui passe, l'énergie qui passe, on voit que j'étais bien, que ça allait. Quand je voyais que les gens, je leur écrivais par texto et par écrit,
j'ai un cancer, etc. Mais eux, ils étaient, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, je repassais tout le temps la même chose et je les rassurais, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, je leur transférais le vocal. Je t'envoie le vocal. Tu vas voir, il y a toutes les réponses à laquelle tu te poses là. Et puis, mine de rien, au bout d'un moment, je commençais à souvent devoir les gens qui me demandaient des nouvelles. Donc, faut demander des nouvelles régulièrement, faut donner des nouvelles. On peut pas se dire je m'en fous, je leur en donne pas. Ils sont concernés. Bien sûr. Et du coup, je me suis mise à faire un petit podcast de notes Ah oui, ce que tu vocales. disais tout à l'heure. Ouais. Et donc, j'ai commencé à dire bon bah voilà. Alors aujourd'hui, je me suis faite opérer, ça s'est bien passé, nani nana. Et je racontais. J'avais même fait comme je sais qu'il y a des gens qui aiment pas écouter les notes vocales parce qu'ils trouvent ça trop long parce que je suis pipelette. Et du coup, je leur faisais un petit résumé écrit. D'accord. Pour s'ils avaient pas lu, mais pas le temps d'écouter le. Et tu faisais quoi? Tu envoyais ça par message WhatsApp et tout, quoi. Ok, et d'accord. j'inondais WhatsApp. Et à un moment, les gens me disaient ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu ton podcast, tu peux nous donner des nouvelles. Mignon. Et du coup, il y en a qui ont dit tu veux pas donner un petit nom à ton podcast? Donc j'ai fait des propositions, un sondage, voilà, qui veut donner un nom au podcast? Donc il y avait plusieurs propositions. Et il y en a une des propositions qui a été retenue, c'était les lolos sur la table. Et du coup, j'ai appelé mon podcast les lolos sur la table. Et l'idée, c'était de donner des nouvelles régulièrement. Et moi, ça m'a déchargée mentalement, incroyablement, de me dire, j'ai pas à me soucier de tous les gens qui donnent des nouvelles, qui me demandent des nouvelles. J'ai pas l'impression de répéter tout le temps la même chose. Ils ont toutes les informations dans le vocal, ils l'écoutent ou ils l'écoutent pas. C'est eux qui choisissent. Et c'était un groupe où eux pouvaient parler aussi, du coup? Non, j'avais pas bloqué ça. Parce que j'ai bien vu quand il y a des groupes où il y a beaucoup de gens, Ouais, les gens se sentent un peu pas à l'aise. Donc il y avait que toi qui parlais. Ouais, t'envoyais aux personnes en séparé. Okay. En séparé. Ça peut être une bonne idée pour, tu vois, les gens qui nous écoutent. Il y en a qui m'ont dit, voilà, il y en a qui m'ont dit, tu veux pas en faire vraiment un podcast où tu le diffuses? Non, là, je raconte ma vie perso. Donc moi, j'ai vraiment eu la sensation que le sujet était, en fait, au début, tout le monde dit mais pense à toi d'abord, pense à toi. Mais en fait, vous vous rendez pas compte que pour penser à moi, il faut que je pense à vous parce que vous allez me demander des nouvelles. Et donc, il faut que je trouve un truc au début. Mais les annonces, j'étais là. Et le fait on annonce les gens, on commence à l'avoir mentalisé et l'avoir intégré, mais eux, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Donc eux, ils ont les larmes aux yeux, ils pleurent, et nous, on est là. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié que toi, t'es pas au courant. Enfin... Et du coup, ça a pas fait peur à tes cousines? C'est ça qui a fait qu'on allait les faire tester pour le gène. Hein. D'accord, ouais. C'est là que, comme tu disais, son déclic, c'est parce que... Ouais, de se dire, même quand on fait un truc préventif, ça peut nous tomber dessus. Enfin, même quand on prend la décision qui nous semble la bonne, que ce que Laurine a fait, ça peut arriver en fait. Donc on s'est toutes les deux dit avec ma sœur, ok, il y a plus le time. Enfin. Ouais, c'est ça le déclic en mode on y va maintenant quoi. Ouais, oui. Ouais. Et puis, moi, j'ai fait ma petite liste pour, contre se faire enlever les seins. Et en fait, je sais que c'est pas le cas, hein, mais pour moi, cancer égale mort. Donc, pour moi, c'était la mort ou si jamais je veux un enfant un jour, je pourrais pas l'allaiter. Bon, le choix est vite fait quand même parce que. C'est quoi que t'as mis dans tes contres alors, du coup, l'allaitement d'un enfant? L'allaitement, que j'adore, mes seins, je les trouve super jolis. De pas vouloir avoir mal. Eh oui. Et aussi que je suis un peu une meuf naturelle, je prends pas de médoc, j'essaye de faire les trucs bien et de mettre des trucs en plastoc dans moi, en fait. Enfin, c'est pas moi. Mais après, tout ça tombe, en fait, comparé au résultat, à un cancer, en fait. Tout ça tombe. Oui, bien sûr. Parce que t'as choisi quoi comme technique? Des prothèses? Prothèses, ouais. D'accord. Mais après, tu sais que t'as d'autres choses, t'as plein de techniques, comme tu l'as dit, qui peuvent être plus naturelles. Mais qui me parlent pas du tout non plus. Ouais, voilà. D'accord. Ouais, on se disait, moi je sais que l'argument de la chirurgienne que j'ai beaucoup apprécié, elle m'a dit, en fait, on est déjà en train de venir vous mutiler une corps saine, puisque nous on le fait en préventif. Donc, vous avez un organe qui est sain, on va l'enlever. Et si on vous prend un autre muscle ailleurs, elle disait, moi, déontologiquement, j'ai du mal à me dire que je mutile un corps sain pour aller prendre un muscle, pour aller le mettre ailleurs. Oui, bien sûr, je comprends, ouais. Mais je peux comprendre le rejet d'un corps étranger. Après, ouais, ça, c'est vraiment très personnel. Et on peut se dire que, par exemple, si toi, t'étais vraiment en mode contre les prothèses, pas de plastique dans mon corps, tu pourrais choisir une autre technique. Ouais. Et il y en a vraiment plein. Ouais, oui, il y en a plein. Mais je crois que si j'étais vraiment une meuf badass et tout, et je m'en foutais un peu de tout, j'aurais rien remis, quoi. J'aurais fait à plat. Mais... Une reconstruction à plat, ouais, tout à fait. Ouais, mais franchement, la flemme. La flemme de la société et tout, je suis pas prête. Ah oui, t'es pas prête, tu veux dire, à ça. Ouais. D'accord. Parce que toi, si tu t'écoutais au fond de toi, tu pourrais faire une reconstruction à plat. Ouais. Mais parce que moi, je m'en fous de mes seins. Voilà, c'est pas, là. Tu peux pas raconter la sexologue, ce qu'elle t'a dit. Ouais.
Alors oui, d'ailleurs. Donc, pourquoi t'as vu, donc, vous voyez des professionnels de santé pour savoir si vous êtes vraiment prête à faire cette opération? C'est ça. D'accord. Enfin, eux doivent valider, en quelque sorte, même s'ils nous disent la décision vous appartient au final. Enfin, nous, ils nous avaient dit ça. Mais il y a quand même eux, ils se réunissent et ils parlent de chaque cas. Et chaque professionnel dit moi j'ai trouvé que c'était bien. Enfin, je sais pas, j'étais pas là en fait. Et t'y vas avec ta sœur ou t'y vas là toute seule quand c'est comme ça? On a la généticienne, on l'a fait ensemble avec ma sœur, le prélèvement, tout ça. Dont la bouche. Après, on allait faire la prise de sang une semaine d'intervalle pour pas qu'ils mélangent nos nos résultats. Le résultat individuel, on est allé chacune notre tour. D'accord. Nous, on voulait y aller ensemble, mais elle a dit non. Il y a à peu près 6 mois entre le prélèvement et le résultat. C'est hyper long. Non, 4 mois. 4 mois. Ouais. 4 mois et du coup, j'ai eu le résultat en première. Et donc voilà, toute seule avec la généticienne. Et après, une fois que la généticienne nous dit, elle dit vous pouvez prendre rendez-vous avec la chirurgienne. Elle nous donne le contact. Après, chirurgienne, elle nous explique là toute seule, sans ma sœur, elle nous explique les possibilités. D'accord. Et elle nous dit du coup le protocole, donc un peu un travail scolaire. Donc moi, avant de vous revoir pour fixer une date, pour parler vraiment concrètement, j'aimerais bien que vous alliez voir la psychologue du service et une sexologue. Après, elle nous recommande une sexologue qu'elle connaît. D'accord. Donc chose qu'on a fait, on allait voir une psy. Donc vraiment, c'est la psy. Les questions, c'était vraiment est-ce que on est prêt à toutes les éventualités? Que d'être déçu, enfin voilà, c'est ça en fait, parce qu'il n'y a pas d'être prêt ou pas prêt, on n'est jamais prêt à vivre ça, je pense. Mais et la sexologue, ce qui j'ai trouvé très drôle et moi j'étais pas du tout prête en fait. J'étais pas sur ça. Elle me dit vous avez quelqu'un et j'ai un copain et il réagit comment? Et moi je lui dis mais j'en ai rien à foutre de comment il réagit, genre c'est ma décision. Et du coup elle m'a un peu dit mais en fait vous êtes pas toute seule, genre il y a des gens autour de vous qui ça va impacter parce que moi je disais moi je m'en fous de mes seins, enfin dans ma sexualité ça c'est pas un truc qui m'importe. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mec, mais t'aimes bien mes seins et tout? Il me dit, mais oui, c'est ma partie préférée de ton corps et tout. Moi, ça me fait un truc, c'est mon doudou quand je m'endors. Et du coup, oui, et en fait, c'est vrai que j'avais pas pensé à lui et aux autres, en fait. Parce que pour moi, c'est ma décision, c'est mon corps, personne n'a son mot à dire dessus. Ouais, alors peut-être personne a son mot à dire, mais en tout cas, c'est bien de demander, effectivement. Et oui. Mais elle a eu raison de te dire ça. Non, mais ça m'a vraiment fait un truc de me dire, mais oui, en fait, oui, je le fais pour moi, mais en fait, je fais aussi ça pour les autres, pour pas qu'ils avivent que mon père a vécu, ce que nous on a vécu. Donc ouais, non, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé ces 2 rendez-vous. Moi, je sais que j'ai pas eu de sexologue, et là, quand on en a parlé, moi, j'ai envie de prendre rendez-vous là, parce que je sais qu'un des enjeux, moi, qui m'a traversé, c'est bête, hein, mais quelle femme je suis si on m'enlève mes seins et potentiellement on va m'enlever les ovaires. Bien sûr. Est-ce qu'on m'enlève une part de ma féminité? Est-ce que en plus j'ai plutôt des traits dits dans la société masculin. Je suis téméraire, pas froid aux yeux, je fais des sports et des boulots masculins. Et j'avais un peu l'impression que cette opération allait continuer à faire de moi quelqu'un avec des traits masculins. Et j'aurais aimé, là je pense que je vais prendre rendez-vous avec une sexologue pour parler de ça, en fait, quelle est notre part de féminité biologique. Je fais exprès de dire féminin au sens biologique, parce que je sais très bien que parce que on n'a plus les organes qui biologiquement nous mettent dans la catégorie féminine, quoi. Et pourtant, tu as une reconstruction par prothèse. Ouais. Et une belle reconstruction. Enfin, je veux dire, moi qui vois tes seins, ils sont quand même beaux, tes seins, voilà. Ils sont magnifiques. Et du coup, ça, c'est quand même... Enfin, tu vois, t'as pas perdu ton côté féminin là-dessus. Et même si tu avais fait une reconstruction à plat, il y aurait eu d'autres choses qui auraient rendu ton corps féminin. Complètement. Mais c'est les questions que je me posais avant. Maintenant, quand je vois le résultat, j'en suis trop contente. Aussi, un des points qui, dans le pour et le contre, je sais pas si tu l'as mis, mais moi, je m'étais mis, on garde le mamelon. Il y a conservation. C'était ma question, c'était savoir si vous gardiez vos mamelons et tétons. Ouais. D'accord. Et moi, je me sentais pas du tout d'avoir un cancer et une mastectomie post-cancer avec plus de mamelons. Vraiment, c'était dur, je trouve, visuellement. J'ai une amie, on s'est beaucoup soutenu, et elle a fait la mastectomie post-cancer, et elle a vraiment la grande cicatrice. Oui. Et là, le fait qu'il y ait une conservation du mamelon, c'est un des trucs qui a fait que j'ai sauté le pas plus facilement pour aller faire la mastectomie. Je pense que s'il m'avait dit on enlève le mamelon aussi,
Ouais, ça aurait été compliqué. Je crois que moi aussi. Je l'aurais pas fait si on m'avait enlevé le mamelon. Et par contre, toi, maintenant qu'ils t'ont dit que tu avais eu un cancer, par contre, ils t'ont pas reproposé d'enlever le mamelon et le téton. Ils ont dit que c'était OK. D'accord. Okay. Ouais, en fait, ils font. C'est vraiment là où j'apprécie l'évolution de la médecine. C'est qu'ils font la balance coût-bénéfice. Et en fait, ils me disaient à l'époque, par comment on appelle ça, principe de précaution, on enlève le mamelon parce qu'on se dit il y a de la glande mammaire, donc principe de précaution, on l'enlève. Sauf qu'en fait, les séquelles psychologiques que ça génère à un être humain pour le reste de sa vie, finalement, ne se justifient plus pour le peu de risque. Donc moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est on garde le mamelon, mais vous ferez des mammographies de temps en temps. Et oui, pour qu'on aille vous regarder le mamelon. Donc là, je l'ai fait il y a 2 semaines. Je me suis fait aplatir les seins, là. Surtout qu'en plus, maintenant, j'ai des avec prothèses. Avec des prothèses, je savais même pas qu'ils pouvaient te faire une mammo. Ah bah, ils font juste pour la dernière partie qui reste. Mais donc c'est quand même ça la grosse blague dans l'histoire de Laureline. J'allais dire parce que elle, du coup, elle voulait plus de rendez-vous, mais c'est qu'elle a plein de rendez-vous maintenant. J'en ai plus. Elle en a beaucoup plus. Oui. Après, pour donc moi, j'ai une double mastectomie aussi. Je suis pas porteuse de gènes, mais dans ma famille, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, enfin voilà, on a une petite lignée de cancer, nous aussi, du sein. Du coup, moi, j'ai pas eu de préservation du mamelon parce que cancer. Et du coup, c'est vrai que t'as pas vraiment la question qui se pose parce que du coup, t'as un cancer, donc ils te disent on enlève tout. Par contre, de l'autre côté, j'ai voulu faire une mastectomie préventive. Et là, effectivement, j'ai demandé à garder mon mamelon et mon téton, qu'ils ont accepté. Mais ils ont, en fait, envoyé en analyse... en fait, ils font une sorte de... scalp, voilà, l'arrière, qu'ils envoient en analyse. S'il y a la moindre cellule, ils enlèvent. Et s'il n'y a pas de cellule cancéreuse, dans ce cas-là, ils conservent. Donc voilà. Et du coup, pas besoin de faire de mammographie, mais que des échos. Donc, mais je savais pas qu'on pouvait faire des mammos avec une prothèse. Oui. D'accord, c'est l'histoire de ta vie. Les rendez-vous. Franchement, je me suis dit, il y a un moment, il se dit, elle est trop bordélique, on va lui mettre. Faut la structurer un petit peu là. Et comment ça s'est passé tu parlais tout à l'heure pour ta maman, qui elle donc avait peur et que ça a dû être hyper dur d'apprendre que tu avais fait tout le nécessaire et qu'au final tu avais un cancer, quoi. Enfin... Oui. Mais en fait, comme je suis un peu bordélique et pour elle se disait, mais elle est tellement nulle pour ses rendez-vous que si moi je le fais pas pour elle, elle va pas le faire et donc elle va avoir un cancer. Je pense que le raccourci, il était comme ça dans sa tête. Quand j'ai commencé à prendre les choses en main de la mastectomie, par contre, j'ai tout bien fait. Vraiment, j'ai tout bien fait. Et même là, si on me disait tu reviens 1 an en arrière, je vois pas ce que je pourrais faire de différent. J'ai pris les rendez-vous, j'ai comparé les chirurgiens et les chirurgiennes. Je l'ai fait à 33 ans. Enfin, j'étais pas prête avant, de toute façon. Et puis même, t'as bien fait, puisque c'est à ce moment-là qu'ils ont vu. C'est à ce moment-là. Donc, voilà, elle a eu un tout petit peu, mais elle s'est réfrénée. Si tu l'avais fait plus tôt, genre, comme je te l'avais dit, t'aurais pas eu tout ça. Mais moi, j'ai dû lui dire 15 fois, mais j'étais pas prête. Moi, tu pouvais pas me dire à 25 ans que tu m'enlèves les seins. Et elle me l'a dit, elle fait oui, j'ai raisonné moi en tant que femme de 50 ans. Et j'ai pas assez pris la mesure que toi, à 25 ans, tes seins, c'était encore, enfin, tu découvrais, donc elle voulait que je les fasse retirer vite, mais parce que c'était sa peur de maman et sa femme de 50 ans. Et ton père, comment il a vécu ton cancer ? Alors, mon père, lui, il a toujours voulu que je fasse la mastectomie. Il a un peu un côté, père de famille, patriarche, mon avis, c'est le bon. Et lui, il voulait que je le fasse, je pense, parce qu'il y avait de la culpabilité de c'est à cause de moi qu'elle a ça. Et donc pour lui, quand j'ai pris la décision de faire la mastectomie, comme c'est ce qu'il voulait qu'il fasse, il dit, c'est bon, c'est la bonne décision. Et moi, je lui dis, mais si je prenais la décision de pas le faire, parce que je veux pas qu'on le fasse, comment tu le prendrais ? Et là, il m'a avoué, il m'a dit, j'avoue que j'aurais du mal à comprendre. J'aurais du mal à comprendre que tu veuilles pas te mettre toutes les chances de ton côté, sachant que moi, j'ai perdu mes sœurs. Mais oui. Je crois et puis je pense que c'est masculin, qui comprend pas les enjeux de ce qu'on a d'une poitrine. Je dis mais c'est pas anodin en fait de se faire retirer les seins. Mais il m'a dit je crois que j'aurais pas compris que tu ne mettes pas toutes les chances de ton côté. Mais c'est sûr que quand ils ont appris que t'avais un cancer au final, ils étaient stressés de fou quoi. Enfin, je pense qu'ils se sont dit plutôt heureusement qu'elle l'a fait. Ouais. Oui.
Après, au vu du passé familial et des décès dus au cancer, je peux entendre et comprendre complètement que autant ton père que de toi-même et ta sœur, vous avez dû entendre ma cousine a un cancer. Tout de suite, tu l'as dit, de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, cancer pour toi, ça rime avec mort, donc tu as dû avoir vraiment peur pour ta cousine, quoi. Après, non, j'ai pas eu peur tumeur. Enfin, non, parce que parce que Laureline, elle est tellement positif, et quand tu nous en as parlé, enfin, tu dis les choses clairement, et donc non, j'avoue que j'étais pas inquiète, genre j'étais triste pour toi que ça t'arrive, mais t'étais tellement en mode let's go, faut faire ça, c'est comme ça, voilà. Ouais, donc, comme elle a pris les choses en main, vous étiez rassurés. Oui. Ouais, d'accord. Parce que du coup, vous étiez très proches avant tout ça. Non, ouais, voilà, pas du tout. Ah ouais, d'accord. Oui, on n'a pas dit. Nos familles se parlent plus. Donc les frères et sœurs, genre mon père n'est pas allé à l'enterrement de ma mère, de ta mère et ni de Martine. Et ni de Martine. D'accord. Plus personne de vos familles se parle. Non, la génération du dessus. Ils ont fait leur. Non, les frères et sœurs ne se parlent plus. Non, en gros, dans nos parents, c'était ton père qui parlait. Enfin, pas ton père qui parlait plus à personne, mais un peu. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Les frères et sœurs se parlaient, sauf son père. Okay. Donc vous côtoyiez nous, pas vraiment plus. On se voyait quand on était petite. Et après, peut-être qu'on avait peut-être à l'enterrement de notre grand-père. Moi, j'y suis pas venue parce que j'étais au Canada. Ah, voilà, tu vois, on s'est même pas vu. Donc après, ça faisait peut-être 15 ans qu'on s'était pas vu. D'accord. Et en fait, ce qu'on dirait pas quand on voit comme ça, vous êtes hyper proches. Parce que ça nous a. Bah oui. Bah ouais. Donc on se parlait plus depuis des années, mais quand même mon père continue à parler à sa mère, et donc la grand-mère fait tout le lien. D'accord. Elles avaient un peu toutes les infos par intermédiaire. Et mon père a dit à ma grand-mère que j'allais me faire la mastectomie préventive, et donc mes cousines l'ont su. D'accord. Et là, elle m'a envoyé un message. On a su que tu allais te faire opérer, on te soutient dans la démarche, et sache qu'on est là. Ça faisait 10 ans qu'on s'était pas adressé à la parole. Ouais. Et depuis ça, on a recréé notre groupe, les cousines. Où parce que du coup, il y a 2 autres sœurs du coup de la mère qui est pas porteuse. On a 2 autres cousines. Oui. Et du coup, qui elles sont porteuses, c'est celles que vous avez dit tout à l'heure? Non, celles qui ont rien du tout. Ah, elles ont rien du tout. Ouais, il y en a 2 autres filles qui ont rien du tout, et avec qui ma sœur et moi on est proches depuis toute petite. Et du coup, on s'est dit on arrête les conneries, on se parle même pour aucune raison, parce que c'est pas même pas nos histoires. Oui. Donc on recrée le groupe famille, quoi. Ouais, c'est ça. On recrée le groupe cousine, et on se donne des nouvelles pour de vrai. Et ouais, non, ça nous a ressoudés. Et puis même quand on s'est revus après, s'être pas vu pendant 15 ans, c'était normal. Mais on se ressemble, mine de rien. Quand on vous voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a une coupure pendant 15 ans. Hein. Ouais, non, c'est vrai, c'est hyper naturel, mais parce qu'on est de la même famille, en fait. Et que Non, puis les mêmes générations, les mêmes bords politiques. Il y a plein de trucs qui nous. J'avoue que tu serais d'extrême droite. Je sais pas si moi je serais éloignée. Mais moi, j'en suis hyper fière. Enfin, mais je pense que si j'avais pas eu ça, on aurait continué à ne pas se parler pendant des années. Totalement. En plus, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, on arrive quand même à trouver chaque positif. Et puis, si elle avait pas vécu ça, nous, on n'aurait pas pris ces décisions avec ma sœur. Ouais. Donc, c'est vraiment, je trouve que cette mutation génétique, moi, j'ai lu beaucoup de choses aussi. C'est vraiment un truc familial. Il y a des autres enjeux qui se jouent. Il y a tout le monde qui est concerné. Nos cousines qui l'ont pas, elles sont aussi concernées parce qu'elles ont le syndrome de la culpabilité, de dire waouh, tout ce que vous êtes en train de vivre et nous on a rien. Voilà. Parce qu'elles ont fait du coup la recherche de gènes. Non, parce que leur mère. Ah, leur mère l'ont pas, donc elles l'ont forcément pas. Ok. Il y en a d'autres cousines aussi qui l'ont. Enfin, on est beaucoup quand même de cousines, mais on est un peu moins proche avec celle qui l'a, même si on la voit de temps en temps, mais elle est un peu plus vieille que nous, quoique pas tant que toi. 5 ans d'écart. Ouais, quand même. Donc, mais donc c'est plus ce groupe-là avec qui on est proche. D'accord. Et petite question aussi, vu qu'on est dans les cousines, les cousins, du coup, celle qui vous a prévenu par la lettre, elle avait aussi peut-être des enfants? Je sais pas qui c'est du tout. Vous savez pas qui c'est en fait. Ah ouais, elle a envoyé cette lettre comme ça. Et franchement, c'est un acte. Elle l'a inondé tout l'arbre généalogique. Donc du coup, nous, c'était une cousine éloignée, très éloignée. On sait pas qui c'est. Peut-être que nos parents voient qui c'est. Ouais, je pense. Ah ouais, d'accord. C'est fou quand même qu'elle ait pu faire ça parce que je sais pas. Vous, quand vous l'avez appris que vous aviez un gène. Vous avez pensé aussi à cette lettre et à dire moi si je pouvais aussi j'enverrais toutes mes cousines ou non, pas du tout? Pas du tout. Enfin, moi je pense que j'aurais pas pensé non plus. On l'a appris tellement jeune en fait que le cancer c'était dans la famille, c'est comme ça. Enfin c'est une histoire familiale. En fait, le cancer fait partie de votre famille du quotidien.
Par contre, maintenant, je sais que moi, en ayant ça en tête, je dis aux gens, si vous avez des cancers souvent dans la famille, sachez qu'il y a un gène qui existe et que potentiellement, alors on peut pas se faire dépister n'importe comment. C'est pas, j'ai envie de me faire dépister, j'y vais, parce que c'est un test qui coûte extrêmement cher pour la médecine. Mais quand on arrive à prouver que dans la famille, il y a beaucoup de cas, ils disent, vous êtes susceptible d'être porteur ou porteuse, donc le dépistage se justifie. Et c'est la personne qui fait le dépistage, c'est la personne la plus jeune qui a eu un cancer, le plus jeune dans sa famille, si elle est encore en vie. Parce que moi, ça a été mon cas. Et du coup, c'est moi qui ai dû faire le test parce que je l'ai eu à 27 ans. Donc, du coup, c'est moi la plus jeune. Il n'y a pas de gène chez nous. Mais clairement, ils nous ont dit, c'est juste qu'on n'a pas trouvé le gène qui mute chez vous. Parce qu'il n'est pas identifié, parce que c'est pas possible qu'il y ait autant de cancers et que du coup, il n'y ait pas de génétique. Et donc, tous les 5 ans, on doit refaire un rendez-vous avec la généticienne, l'oncogénéticienne, pour qu'elle refasse des recherches. Et donc là, on a les résultats au mois d'octobre. On refait des recherches de gènes puisqu'il y a encore des nouveaux gènes qui ont été identifiés. Et ça évolue en fait constamment. Avant, il y avait BRCA, et après il y a eu le 1, après il y a eu le 2, après voilà, et ils n'arrêtent pas de trouver des gènes. Donc pour la petite anecdote, vous savez BRCA, ce que ça veut dire? Même pas. Et je l'ai appris. C'est BR comme breast, la poitrine, et CA comme cancer. Ah ok. Donc c'est breast cancer. Ok, voilà. Non, je savais pas du tout. Bah merci. Merci pour la petite info. Et moi bête. Et donc toi, tu vas te faire opérer. Donc j'ai rendez-vous en mai avec ma chirurgienne, donc c'est le rendez-vous pour parler plus précisément de qu'est-ce qu'on va faire et de quelle est une date en fait. Donc je vois à peu près la distance d'un rendez-vous à l'opération et je pense que je me ferai opérer du coup en fin d'année. En fin d'année. Ouais. Ok. Et ta sœur? Du coup ma sœur s'est fait opérer le mois dernier. Ok. Et ça s'est bien passé. Elle est pas venue parce qu'elle est en convalescence. Ouais. D'accord, ok. Et ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé avec plein de stress, plein de rebondissements. Enfin, je trouve ça. Enfin, elle a eu elle a dû se faire réopérer parce qu'elle a pas supporté la prothèse. Tu te rappelles pourquoi? Elle a eu un hématome. Elle a eu un hématome qui est assez classique dans les problématiques post-opératoires. Mais du coup, elle s'est fait réopérer pour enlever l'hématome. Ok. Ouais, mais après c'est plus tout ce qui est lié à l'hôpital. Enfin non, pas tout ce qui est lié à l'hôpital, mais moi le sang, les drains et tout, ça me dégue. Et donc de la voir mal et tout, enfin je me dis oh là là, mais comment je vais devoir faire ça moi aussi. Mais bon, enfin on le sait pourquoi on le fait. Et puis parfois c'est plus facile de le vivre que de voir les gens que t'aimes la voir, tu vois. Elle était mal quand même. Hein. Bah oui. Moi je sais qu'il y a un truc qui m'a donc la différence entre les deux. Par exemple Charlotte qui s'est fait opérer, elle a voulu aller très vite. Quand on lui a proposé une date en juin, elle a dit non, je veux plus tôt. D'accord. Moi, maintenant que je sais que j'ai le gène, par mon histoire, elle voulait aller vite. Et elle était, elle était prête à le faire. Et une semaine avant l'opération, elle m'appelle et elle me dit, écoute, Laureline, j'ai besoin de te parler parce que, alors, j'espère que je respecte la confidentialité de Charlotte. Oui, non, y a pas de souci. Je pense qu'elle est ok. Et elle m'appelle et elle me dit, en fait, on m'a mis des doutes dans la tête. On m'a mis des doutes parce que la chir me dit, vous êtes sûr que vous voulez le faire? Oui, alors à savoir peut-être que je précise ça, c'est qu'on a perdu notre papa en novembre. Donc elle avait déjà prévu de se faire opérer et tout ça. Mais donc c'est quand même venu en plein milieu du processus. D'accord. Donc c'est plus par rapport à ça que la chirurgienne et que les professionnels de santé lui ont dit. Peut-être que est-ce que c'est peut-être pas le bon moment, faut peut-être attendre un peu. Bien sûr. Mais elle était prête, elle est en libéral, elle avait posé son mois, enfin donc. Oui. Et pour elle, coup, elle dit, donc elle m'appelle et elle me demande, mais on m'a dit que c'était trop tôt parce qu'il faut que je fasse le deuil de mon papa en même temps, que c'est peut-être pas le bon moment. Mais elle me dit, moi, je me sens prête, je sais pas. On me dit de faire mon deuil, mais je vais pas claquer des doigts et dire je fais mon deuil. Et en fait, moi, elle me dit, je voulais juste savoir comment tu le sens. Donc moi, d'abord, je l'ai beaucoup laissé parler pour dire je veux juste comprendre dans quel état elle est. Et quand j'ai senti au téléphone qu'elle était... En fait, elle savait ce qu'elle faisait, c'est juste les autres qui ont commencé à lui mettre des doutes. Là, je lui dis, mais attends, mais vraiment, en fait, toi, t'es prête, vas-y. Tu vas voir quand tu te fais opérer, mais tout le monde est à tes petits soins. Tu te fais choyer, t'as du temps, tout le monde s'occupe de toi. C'est le meilleur moment pour faire une pause. Je lui dis, je vois pas comment tu vas faire ton deuil de ton papa en même temps que tout ton boulot, comme si de rien n'était dans ta vie. En plus, je trouve que la mastectomie, ça marque un avant-après. C'est peut-être aussi un aide à faire le deuil de ton papa avant-après. Et là, elle me dit, mais merci, en fait, parce que juste, j'avais besoin d'entendre, vas-y, en fait, fais-le.
Alors que et moi je me suis permis de le faire parce que je savais Bien sûr. ce que c'était. J'ai pas osé lui dire, mais je pense qu'elle l'avait en tête. Je fais mais vas-y parce qu'en plus il peut se développer entre temps. Bah oui. Donc Bien n'attends sûr. pas. Bah oui. Et du coup, elle a fait les analyses, tout est ok, tout va bien. Bah, justement, on s'est posé la question tout à l'heure. Je sais pas. D'accord. Bah, Bon, on a pas... sûrement, de toute façon, tu as eu Ouais. combien de temps entre la mastectomie, toi, et les résultats? Bah, 3 semaines quand même, t'as dû 30 octobre, 8 décembre. Ah, quand même. Ah, ok. Un mois. Ah, Ah ouais, oui. j'aurais pas Ouais. pensé. Ouais. Ah oui, oui. Bah entre non pardon 30 octobre 8 décembre 8 décembre je sais qu'il faut que je commence la chimio. oui, donc c'était c'était avant. Ouais. 30 octobre 15 novembre voilà. Le 15 novembre j'apprends qu'il faut que on me réopère. D'accord. donc 15 jours après. Donc 15 jours Donc, après. on a passé les J'allais 15 dire, jours. C'est comme la NAPAT, quand tu fais une biopsie, c'est souvent 15 15 jours. jours. Ouais. Donc, normalement, tu as passé 15 jours. Bon, vous l'appellerez tout à l'heure pour Ouais. savoir. Lui demander. Et toi, t'as pas peur d'attendre? Non. Ok. Je me dis que. Tu te fies à ton intuition. Ouais, putain. Plus du tout, Non. vraiment. Non, elle n'aime plus son intuition. C'est À la depuis, non. poubelle, l'intuition. Non, je sais pas. Je pense que j'ai quand même le truc de me dire, ça va, j'ai 26 Bah oui. ans. Mais bon. De toute façon. Non, en fait, voilà, ce que je disais à Laureline, c'est que je presse pas le truc, mais je fais ce qu'il faut faire. Bien sûr. Genre, on m'a dit rendez-vous en mai, j'ai appelé en janvier, on m'a dit rendez-vous avec la chiro en mai. Ok. Bah, ça sera Ouais, en puis mai. ça doit être bizarre à 26 ans de se poser toutes ces millions de questions de faut que je me fasse opérer, je prends quoi comme opération, attends, j'y vais quand, machin. Ouais, oh, ça Ah. va. Ça va? Bah, j'ai Oh, j'ai grandi bien avec le cancer, donc enfin, Ouais, bah oui. pour moi, ça a toujours été un sujet. Donc j'ai vraiment peur d'avoir mal, c'est tout. Ouais, c'est vraiment Mais la douleur. Ouais, la douleur et puis plus avoir mes seins. Mais sinon, enfin, ça me traumatise pas. Et voilà, et je dis ça et après je vais être traumatisée. Non, mais est-ce que t'as fait un petit rituel pour dire au revoir à tes seins ou un Ouais. truc? Voilà. Ouais, J'en j'ai ai eu préparé. besoin. Ouais. Voilà. Et vraiment moi je suis allée marcher à Compostelle. J'ai traversé de Saint-Jean-Pied-de-Port à Compostelle et j'avais besoin de dire au revoir à mes seins et j'avais besoin d'aller je suis allée me baigner dans l'eau pour me dire en fait je leur dis au revoir et ça m'a vraiment vraiment aidé de me dire j'ai eu besoin de marquer mon corps de manière intense et physique comme ce qui allait leur arriver. Mais Et- tu perds quelque chose, donc c'est normal Ouais. d'avoir bah oui, ce processus. Ouais. T'as dit au revoir, c'est bien. Ouais. Et bonjour au nouveau. Et bonjour aux nouveaux qui sont tout frais parce que là je suis en arrêt maladie. Hein. Ah oui, Je me d'accord. suis fait opérer il y a une semaine. Ok. Qui sont tout frais, Qui sont- tout mignons, tout beaux. Et Ouais. toi, tu as prévu aussi de. Ouais, bah en écoutant les pipelettes, j'ai adoré l'idée de l'enterrement de vie de Néné. Ah Donc, oui. je Oui, compte c'est bien vrai. le faire. Ah, Et génial. ouais, faire une petite fête pour mes seins et passer l'été en topless. Voilà mon projet pour D'accord. voilà, pour les mois à venir. Ouais. Et me les bander pour avoir un moule aussi. J'aimerais bien en faire des petits vases. Enfin, vraiment. Ah oui. Ouais, j'ai acheté des bandes de plâtre. Ah génial. Ouais. Et puis les prendre en photo. Voilà, faire un shooting photo de mes seins. Trop bien. C'est ça, les petits projets avant l'opération. Mais oui, avec des bandes de plâtre, on l'a Ouais. déjà fait parce qu'on fait des ateliers artistiques et du coup on a fait des moulages effectivement. Avec des bandes, Ouais. tu moules et après ça te fait un. Oui, Tu mets du plâtre dedans et ça peut te même faire vraiment ton sein oui, oui, oui. que tu customises, que tu mets. Que tu affiches Bah oui, voilà. sur dans le mur de la salon. maison. Trop Ouais. bonne idée. Ouais, bah c'est vraiment en écoutant les pipelettes. Hein. Franchement. J'ai- D'accord. C'est chouette. Ouais, non, c'est Et, super. je trouve que c'est important de pouvoir dire au revoir et comme ça peut-être que tu vas mieux le vivre aussi. Ouais. Et après la douleur, ça se gère. Et tu sais, on n'a pas l'impression, mais on oublie aussi la douleur. Que ça fait mal. Ah ouais. Oui. Ouais. Oui. Et puis il y a des gens qui supportent très bien la douleur. Oui, mais pas moi. Je suis une chochotte. Moi, je sais que je disais aux gens, en fait, moi, je l'ai vu vraiment, si on prend du gros recul, je le vois comme une énorme chance qu'on ait la mutation génétique, parce qu'en fait, on est suivi, on nous détecte tôt, on peut décider. On a des choix, On a ouais. les choix, on peut décider quand on se fait opérer, où on se fait opérer, par qui on se fait opérer. Alors que quand ça vient par une palpation dans Oui. la salle de bain, dans le miroir, et que la semaine d'après, il faut être sur la table d'opération, ça s'enchaîne tellement vite. Ben moi, je me suis dit, mais quand les gens disent, ah, waouh, t'es courageuse, c'est incroyable, je dis, mais en fait, c'est une chance de ouf. J'ai le temps de processer, j'ai le temps de faire le deuil, j'ai le temps de faire un enterrement de vie de Néné. Oui, c'est j'ai vrai. le temps d'aller marcher un mois. Ouais. Enfin, moi, je me dis, mais c'est une chance de Ouais, pouvoir vous l'avez être pris suivi. comme une Ouais. chance. Totalement. C'est Et du coup, pour un garçon,
Pour ton frère, c'est quoi le protocole? Alors, les garçons ne sont pas du tout assez sensibilisés. Heureusement, mon frère, c'est quelqu'un qui fait vraiment attention à sa santé et qui se sent concerné. Mais c'est pas la plupart des garçons, de ce que j'ai entendu. Parce qu'en fait, de base, pour les garçons, ils ont pas de seins dans leur tête, alors qu'ils ont des seins. Ils ont des seins et ils ont de la glande mammaire. Et donc, ils devraient se palper les seins. Donc, mon frère, je sais qu'on lui a conseillé, moi, je lui ai dit d'aller voir une gynéco. Et de lui apprendre à palper les seins. Comme mon frère est quelqu'un plutôt à l'écoute, il s'est senti concerné, il dit ah ouais, faudrait que je le fasse. Je suis pas sûre qu'il l'ait fait. Et après, je sais que l'oncologue m'a dit faites surveiller les cancers de la prostate. D'accord. Qui potentiellement augmenterait les cancers de la prostate pour les hommes. Après, en termes de statistiques, les hommes sont, je sais plus c'est quoi le stade des hommes, mais c'est hyper rare. Hyper rare, mais quand il se déclenche, il est très agressif. D'accord. On sait que c'est environ 500 hommes par an touchés par le cancer du sein. Ouais. Voilà. Donc, alors et qu'on est sur combien on est à 62 000 femmes. Ouais. Déjà, tu vois, déjà la proportion est pas la même. Et combien après avec le gène ça, voilà, tu vois, c'est. Donc, je comprends quand même qu'ils soient moins impactés parce que, là où ils sont impactés en tant qu'hommes, c'est cette partie d'être un transmetteur. Oui. Un transmetteur. Et j'ai appris, mais c'est pas toujours, qu'on peut dépister le BRCA dans un embryon. Ah ouais. Oui. Ouais, mais à Grenoble ils le font. Il y a pas tous les centres. Donc moi j'ai fait la préservation d'ovocytes. Donc entre le moment où j'ai appris que j'avais le cancer et qu'il fallait que je démarre la chimio, j'ai fait le processus de préservation d'ovocytes. Préservation de la fertilité, ouais. Et on m'a dit, vous pouvez faire la congélation d'ovocytes à Grenoble, qui est un centre où ils peuvent aller chercher dans vos ovocytes s'il y a la mutation génétique ou pas. C'est fou. Mais je les ai contactés et ils m'ont dit, en vrai, et je les comprends, c'est pas assez fort comme raison pour qu'on aille faire ce test. En gros, c'est éligible. Il faut envoyer son dossier, il faut préparer un dossier pour voir si ils vont faire ce dépistage. Et selon le dossier, ils vont le faire ou pas. Et là où je les comprends, ils disent, mine de rien, il y a des maladies génétiques qui sont tellement plus impactantes pour un futur fœtus que le BRCA, qui finalement est un cancer qui va se déclencher vers 30-40 ans, qui est super bien pris en charge. Elle m'a dit, je sais que c'est dur pour vous d'entendre ça parce que vous venez de l'apprendre, mais on pousse pas vraiment ce dépistage sur les... Oui, parce que ça doit être un travail de fou à chercher ça dans un embryon, en fait. Donc, ils cherchent dans un embryon, tout à fait. Ça doit être... après, le gros sujet, c'est du coup, qu'est-ce qu'ils font des embryons quand il est porteur du gène? Est-ce que toi, t'es OK, du coup, pour les détruire si, du coup, t'en as pas beaucoup? Du coup, on avait fait un podcast, tu parlais des podcasts des pipelettes, on avait fait un podcast sur être mère autrement, et c'était le cas de Fanny. Fanny, elle est porteuse du gène, et du coup, on lui avait proposé ça, et c'était trop pour elle, trop de pression. Du coup, elle a choisi d'aller sur la voie de l'adoption, mais du coup c'était vraiment trop de pression pour elle de se dire attends, ils vont savoir si cet embryon il a le gène, mais après j'en fais quoi du coup de cet embryon? Je le garde pas, c'est quand même un futur bébé, il y avait plein de c'est une vraie question. Après ça, effectivement, de plus en plus ils en parlent, c'est une belle avancée aussi. Oui, mais bon, ça en fait, ce qui est dur, c'est que ça ouvre un champ de questions qu'en fait, si on le savait pas, on le se poserait pas. Donc des fois, moi, je me dis, est-ce que c'est bien de finalement étendre tout un champ de qu'est-ce que j'en fais de cet embryon, alors que si on le sait parce pas, c'est la loterie. Parce que du coup, alors, t'as fait une préservation de la fertilité parce que t'as eu donc un cancer. Oui. Mais sinon, par exemple, toi, ils vont pas te proposer de préservation de la fertilité. Non. Voilà. Vous, en fait, les ovaires, pour l'instant, il n'y a pas de question sur les ovaires, ou c'est quoi vos prochaines opérations? Ça sera plus à 40-45 ans, il me semble. D'accord. Sauf que moi, j'ai 35 et j'ai 5 ans d'hormonothérapie. Oui. Donc moi, clairement, ils m'en ont parlé, mais ils m'ont dit, on finit les seins et on commence à ouvrir le sujet des ovaires un peu après. D'accord. Donc je m'y prépare. Tu penses qu'au bout des 5 ans d'hormonothérapie, c'est-à-dire aux alentours de 40, ils vont te proposer... Je pense, ouais. D'accord. Et du coup, c'est OK? Je sais pas. Ouais, vous avez pas du tout cette... vous mettez pas... alors attends, à 40, est-ce que je me fais enlever les ovaires ou pas? Vous posez pas ces questions-là, vous verrez... Puis il est pas à nous, ce cancer des ovaires, donc... nous, c'est les seins, hein, donc c'est vrai, donc c'est vrai que moi, je suis moins touchée. Plus en mode chaque chose en son temps. Là, je finis toute la partie sein. On verra après. Oui, c'est déjà une belle partie. Ouais. De ouf. Et si demain, vous avez des enfants naturellement, est-ce que vous voulez leur en parler? Est-ce que vous voulez qu'ils fassent le test? Peut-être que vous avez un avis complètement différent toutes les deux, je sais pas.
Alors, moi, vraiment, la question des enfants, c'est en vacillement. Un coup, je veux grave des enfants, un coup, j'en veux pas. Enfin, c'est vraiment pas un truc déterminé. Sachant que mon copain a déjà un enfant. D'accord. Donc, je le vis quand même par procuration. Donc, je m'étais dit, parce que je suis un peu comme ça, je m'étais dit, si j'ai le gène, ça sera la raison de pas faire un enfant. D'accord, ok. J'ai le gène, j'ai quand même envie de faire un enfant. J'adore. Les certitudes. Les incertitudes Oui. constantes. Donc, je sais pas, mais j'avoue que c'est un vrai sujet de transmettre ça à mes enfants. Flemme de leur imposer tout ça aussi, alors qu'ils l'ont pas choisi. Je sais aussi que la partie d'en parler ou pas en parler, toi, tu l'as su quand que t'avais que ce gène existait dans la famille? Tellement jeune que je m'en rappelle pas en vrai. Parce que moi, j'ai souvenir que on vous l'a pas dit. Ah ouais. À Mélissa et Charlotte, parce qu'elles étaient trop jeunes. Parce qu'on a combien d'écart? T'es de 98. Ouais, moi je suis de 90, donc on a 8 ans d'écart. En 2009, j'ai 19 ans, donc tu avais moins 10 ans. Ouais, 10 ans. 11 ans. Et je me souviens que dans la famille, ils ont fait le choix de pas le dire à Mélissa et Charlotte parce qu'elles étaient jeunes. Et sur le coup, j'ai trouvé ça abusé. Je dis mais non, il faut le dire. C'est pas parce que c'est des enfants qui comprendront pas. Et maintenant que je suis un peu plus adulte, je crois que je peux comprendre que dire ça à des enfants de 10 ans. Mais j'ai aucun souvenir d'un moment où on me l'a annoncé. Hein. Mais comme si je le sais. Moi, je suis pas sûre de ce que je te dis, Mais mais moi c'est- je me c'est souviens possible. que Ah oui, toi, tu te souviens même pas le jour où on t'a dit potentiellement dans la famille il y a des gènes. Ok. Non, mais je le sais. Enfin. Mais parce que vous viviez déjà peut-être le cancer de ta Ouais, mère oui. à ce moment-là, donc vous étiez en plein dans le sujet. Ouais. Et c'est, puis je m'en rappelle quand ma mère est allée faire ce test avec ses sœurs. Ah Enfin, ouais, d'accord. Et je savais ce qu'elle allait faire, mais en fait, c'était tellement loin. Quand t'es enfant, ça Bah, bien t'impacte sûr. pas vraiment, en fait. Donc, Et puis attends, à 10 ans, tu vois déjà ta maman malade. Ouais. Je pense que être Ouais. porteuse d'un gène, c'est t'es bon, on s'en fout, le cancer est déjà là, en fait. ouais, donc bah ça, oui, ça il change fait rien. partie de la maison, quoi. Oui, Ouais, oui, tout à oui. fait. Donc je me pose la question de comment on en parle, comment on le dit hors cancer. Quand tu as par Ouais. exemple moi dans ma famille où il y avait juste la partie génétique, bah je me pose la question si je pense que si j'avais des enfants, j'en parlerais dès le début pour que Ouais. ça fasse partie de la vie, mais tel qu'on l'a vécu, bah, je me pose la question si est-ce qu'il aurait fallu vous le dire, pas le dire, est-ce que s'ils ont 10 ans, on attend un peu plus tard, mais en même temps, je trouve d'attendre, ça fait un peu mensonge, cette espèce de tabou qu'il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Eh oui. En tout cas, moi, si j'ai des enfants, je leur dirai direct. Hein. Ah oui. Ah oui. Ça sera un sujet, parce que c'est un sujet de conversation chez moi. Donc ça sera un sujet, mais pas un sujet dramatique, enfin un sujet juste. Donc oui, c'est sûr que j'en parlerai. Comme là, j'en parle avec mon beau-fils qui est jeune, bon, qui n'est pas impacté vu que c'est pas mon enfant, mais il sait tout. Je veux dire, c'est. Oui, après, ça peut être aussi, voilà, bah, tu vois, moi, mes seins, je les ai fait enlever à un moment donné parce que, du coup, Oui. dans la famille, Oui. on a ce gène et c'est pas forcément parler de cancer, de mort, voilà, c'est Exactement. juste parler de que ça existe, Oui. bien sûr. Je dis ça, mais je pense qu'en effet, là, que j'ai fait tout mon processus de chimio avec mes filleuls, qui ont 2 ans et 3 ans et 4 ans. Et je leur ai tout expliqué. Ils me disaient, tu fais la piqûre? Bah oui. Donc, je dis, bah oui, je fais la piqûre. Surtout parce que les enfants, ils euh, comprennent bien et souvent, ils préfèrent savoir plutôt que Mais s'imaginer bien sûr. plein de trucs. Ouais. Bah oui. Ouais, bien sûr. Après, si vous avez du coup un jour un enfant, à partir de quel âge il peut faire le dépistage s'il le souhaite? C'est 18 ans ou il peut le faire avant, vous savez pas? Je crois que c'est 18 ans. Je pense que si tu l'as Je fait à pense. 18 ans, c'est que c'est 18 ans. Bah moi, c'est juste qu'on l'a reçu le courrier en Ah ouais. 2009 et que j'avais 19 ans. Mais je sais pas. D'accord. Moi, Mais- ça doit être à la majorité, je Mais pense. il que... semble que c'est la majorité quand même. Ouais. Mais il y a même je sais qu'il y a même des médecins qui nous disent oh non, c'est mieux de pas le faire tout de suite. Je pense parce qu'ils savent que même si on a le gène, de toute façon, il se passera rien avant 25 ans. Eh oui. On fera rien avant 25 Oui. ans. Moi, quand je les suis à 19 ans, ils font. Et je dis, mais du coup, je fais quoi? Ils font, ah ben on se revoit dans 5 ans. Enfin là, vous vivez votre vie normale. Et ça, vous trouvez ça bien? Ou du coup, vous trouvez que ça devrait évoluer, que ça ne sera pas attendre 25 ans? Ou vous n'avez pas de... Moi, je pense que ce serait comme la personne se sent prête en fait, juste de savoir toutes les possibilités, ce qui se passe et d'attendre que la personne soit prête. Oui, c'est-à-dire que si à 18 ans, tu fais le test, qu'on puisse te dire, bah, voilà, il existe ça comme opération et dès que vous êtes prête, venez nous voir. Ouais. C'est ça que vous auriez aimé? Oui. D'accord. C'est jamais Moi, s'il y a c'est des ce qu'on m'a professionnels de santé qui veulent faire changer les choses et qui nous Ouais, écoutent. moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est quand vous êtes prête, vous venez. D'accord. Et d'ailleurs, moi, ma chirurgienne, elle m'a dit, je pense que je suis un cas particulier pour elle parce que je la revois me dire plus jamais
plus jamais, quand une patiente rentre dans mon cabinet et me dit je suis prête, plus jamais je dis on peut attendre. Je dis en fait, elle est prête, on y va. Ouais. On le fait. Bah oui, et elle a eu raison. Oui. Ouais. Donc du coup, toi, tu as un conjoint qui a déjà un enfant. Ouais. Potentiellement, tu veux un jour des enfants, le lendemain plus d'enfants. Donc pour l'instant, tu ne sais pas. Exactement. Et toi? Moi, je n'ai pas eu la certitude de l'envie profonde, celle qu'on dit je veux des enfants, c'est viscéral. Je l'ai jamais ressenti ça. Par contre, je n'ai pas le non catégorique. Je suis pas, j'en veux pas catégoriquement. Et tous les traitements que je suis en ce moment me font dire peut-être que j'aurai pas d'enfant. Et c'est une éventualité. Et j'accueille cette éventualité de manière ok, ça existe. Je le vis pas comme ma pauvre chérie, t'auras jamais d'enfant, c'est dur. Et je le vis pas non plus comme fuck la terre, j'ai pas d'enfant et trop bien. Juste je me dis c'est une possibilité, donc je le prends. Et donc ton conjoint, toi, il est au courant, il est ok aussi avec ça ou ça lui pose question? Pour les enfants ou pour le pour les enfants, pour le gène, pour un peu tout. Enfin, alors, comment ça se passe pour les conjoints aussi? Lui, il a perdu sa maman d'un cancer aussi. L'histoire. Donc lui, il est hyper stressé du cancer, donc il trouve ça super cette décision de se faire enlever les seins. D'accord. Donc il se soutient plus quoi. Ah, même si c'est son doudou, il est ok pour avoir un nouveau doudou. Ah ouais. D'accord. De ouf. Parce que lui, c'est vraiment si on peut écarter le risque, c'est bien. Après, je faisais bien ce que je voulais. Bien sûr, ouais, mais bon, c'est important aussi de parler des aidants qui sont à côté, nos conjoints. C'est. Oui. Donc lui, il est. Et puis par exemple là de voir ma sœur à l'hôpital et tout, le copain de ma sœur, ça a été super dur de la voir mal et tout. Et alors que mon copain, il discutait avec lui, il a dit mais enfin le cancer c'est pire que ça en fait. Là c'est pas parce que lui il l'a connu en fait ce que c'est le cancer. Donc ça c'est sûr. Et par rapport aux enfants, c'est comme je veux en fait. Lui il est chaud d'en avoir, mais si on veut pas, il en a déjà un donc. C'est moi qui décide. Et toi, t'as quelqu'un dans ta vie ou ça se pose pas pour l'instant Non, ça se pose pas pour l'instant. D'accord. Donc à suivre pour la suite. Ouais, mais du coup, j'essaye à suivre dans le sens aussi. Je réfléchis de manière de mode de vie. Je sais très bien que quand on a des enfants, en fait, ça prend une place énorme dans sa vie. Et du coup, moi, je me dis potentiellement, vu que j'ai un traitement pour 5 ans qui fait que je peux pas avoir d'enfant et que dans 5 ans, peut-être qu'il faut que je me fasse enlever les ovaires. Je me dis tout ce temps que j'ai sans l'éducation d'un être vivant, oui. je me dis pourquoi pas en fait l'utiliser de manière différente en fait et d'avoir une vie à mener des combats de société en me disant j'aurai l'énergie, j'aurai pas d'enfant, j'aurai pas de enfin je suis pas en train de dire que c'est une contrainte, mais juste je dis souvent à ma mère qui dit j'aurai pas de petits enfants. En fait, Gandhi n'aurait pas été Gandhi s'il avait eu des enfants et Mère Teresa n'aurait pas été Mère Teresa s'il avait des enfants, dans le sens où élever des enfants, ça prend. Enfin, c'est évident que c'est une telle. Ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps et de place qu'on peut pas tout faire. Et du coup, moi, dans le on peut pas tout faire, je me dis si j'en ai pas, qu'est-ce que je peux en faire ? Bien sûr. Et je le vois plus comme une opportunité de pourquoi pas être député. Voilà. Écoute, pourquoi pas ? Je rigole, mais vous avez devant vous la future présidente. Non. On est content de t'avoir reçu. Je dis plus ça dans le sens est-ce que je peux en faire quelque chose de ce temps qui n'est pas alloué à élever une famille, plutôt que de le subir. T'es la pauvre fille puis en plus 35 ans célibataire sans enfant, l'image de comment on appelle ça, la vieille fille. J'ai pas envie d'avoir cette image là, donc autant en faire quelque chose. Mais tu as raison. Et en plus, on peut avoir des enfants autrement. Et complètement. L'adoption existe. Il y a plein de choses qui sont possibles. C'est pas parce qu'on ne porte pas un enfant qu'on peut être mère. Exactement. L'adoption, ou comme toi, on est dans une société où les gens se séparent et ont déjà des enfants. Ou de rencontrer quelqu'un qui avait déjà des enfants. Déjà des enfants. Je conseille, c'est super. Et est-ce que c'est quelque chose, si par exemple tu rencontrais quelqu'un par rapport à l'opération de tes seins, c'est quelque chose que tu dirais j'ai eu un cancer, je me suis fait opérer des seins, ou tu n'as pas vraiment envie d'en parler dans l'intimité? Il y a eu là les cas qui se sont présentés à moi. Il y a eu des fois où je le dis très rapidement parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon quotidien. Surtout, je me reconnais pas. J'ai les cheveux courts, j'ai jamais eu les cheveux courts. J'ai presque l'envie de me justifier, dire non mais en fait d'habitude j'ai pas les cheveux courts. Alors que ça te va très bien les cheveux courts. Oui, mais moi j'aime pas du tout, mais parce que juste je me reconnais les cheveux très pas. longs. Ouais, oui. Ah oui.
Et ça fait tellement partie de ma vie que, en fait, la question arrive très vite parce qu'on me dit, ah, et t'habites où? J'habitais à l'île de la Réunion. Ah, mais pourquoi t'es rentrée? Parce que je me suis fait opérer. Enfin, en fait, ça vient rapidement dans la discussion. Et quand ça vient pas, c'est moi qui décide, je botte en touche et j'ai pas envie d'en parler. Et dans l'intimité, j'ai eu mes premiers rapports sexuels post-opératoires, là. Et j'avoue, j'étais très stressée. Que quelqu'un d'autre touche ma poitrine et quelqu'un que je ne connais pas. Je suis pas comme toi où ça sera la même personne. Et oui, bien sûr. Et donc la découverte de ce corps, la personne, je l'ai prévenue en lui disant, en fait, là c'est compliqué pour moi, c'est mon nouveau corps, je le connais pas. J'ai besoin que tu sois très à l'écoute de ce que je vais te dire, de comment je vais te guider, de même on y va ou on n'y va pas. Et donc il a été super, donc ça a été facile, mais je suis assez à l'aise d'en parler aussi, donc ça va. Et après, s'il y a d'autres gens que je rencontre, comme ça, c'est moi qui décide à quel moment j'en parle ou j'en parle pas. Mais ouais, je me permets de dire que tes seins ont l'air hyper naturels. Genre ça se voit pas du tout. Que c'est des seins refaits, on voit pas la cicatrice. C'est-à-dire que quelqu'un qui le sait pas, il le sait pas, peut se dire que tu t'es fait faire une augmentation mammaire. Non, même pas. Ouais. Ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Ouais. Donc et même au toucher, ils sont un peu durs, mais ils sont quand même mous. Et du coup, franchement, j'ai presque envie de faire des expériences sexuelles et de rien dire, mais oui. Alors, parce qu'il y a souvent les hommes qui disent ouais, moi de toute façon, je vois direct quand c'est des seins refaits. C'est comme s'ils avaient un don du ciel pour reconnaître les seins. Ça m'énerve. Ah bah écoute, du coup, j'ai envie de dire alors. Tu nous diras. Je suis curieuse de savoir quand même. Ah bah tant mieux que ça passe naturel. Ouais, donc du coup c'est pratique pour moi, j'ai le choix de le dire ou de pas le dire. Ouais, ça fait partie de ton histoire, mais si tu sais que voilà, t'as pas envie d'aller sur ton histoire, t'es pas obligé quoi. Ouais. Et toi donc du coup c'est le même compagnon, mais pareil si ça devait changer, tu le dirais aussi, ça fait partie de ton histoire ou toi tu serais plutôt du team à ne pas en parler, tu sais pas? Je sais pas. Je pense que je parle quand même moins que Laureline et je dis moins des trucs sur moi. Est-ce que je le dirais? Franchement, j'en ai aucune idée. Ça fait 5 ans que je suis avec lui. J'ai oublié ce que c'était c'est beau. les dates. Mais je pense pas parce que avant d'être dans cette relation, j'avais beaucoup de coups d'un soir et avec qui on parlait souvent même pas la même langue. Donc je pense que ça serait. Je dirais non. Je pense que ce serait pas un sujet. Par contre, moi, j'en ai beaucoup parlé dans mon entourage et même l'entourage très éloigné. Et du coup, je voyais les gens qui étaient là. Oh, on parle des seins et ça va. Je dis mais en fait, moi, j'en parle volontairement pour en faire de la pédagogie, en parler aux hommes, parce que je dis en fait, c'est pas parce que vous avez tous des mères, des filles, des sœurs, des femmes. Tout à fait. On est d'accord. Donc j'en parlais très naturellement. Je dis mais en fait, vu que j'ai les capacités et que ça ne me dérange pas d'en parler, je demande pas que les personnes qui se sentent pas à l'aise en parlent, mais juste moi, je suis à l'aise d'en parler, donc je le faisais un peu comme de la pédagogie. Donc je l'ai annoncé à mon boulot quand je suis partie. Je pars parce que je vais me faire opérer les seins, d'une mastectomie préventive, ça existe, etc. Alors qu'il y avait des gens, j'étais dans une grande entreprise. Non, mais c'est bien d'en parler. Je me suis dit d'utiliser ça comme. C'est hyper important. Mais c'est vrai que moi aussi j'en parle beaucoup hyper naturellement et je vois les gens des fois limite les larmes aux yeux, mais et du coup j'ai l'impression que souvent quand j'en parle je dois rassurer les gens. Eh oui. Genre mais c'est ok. Comme quand on a un cancer, on rassure les gens que ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ouais. Ok. Mais après c'est bien parce que vous avez complètement bouleversé aussi la famille, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de cancers la génération juste au-dessus et là vous êtes en train de tout péter et de dire allez, on prend les devants et on fait pas pareil. Donc c'est chouette pour les générations à venir aussi. Ouais, on essaie de briser les chaînes là. Ouais. Du coup, ça a changé beaucoup de choses dans votre famille parce que déjà, vous vous reparlez, les cousines. Ouais. Enfin, pas briser les chaînes, on renoue les chaînes qui sont voilà. au-dessus. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que ça a renoué aussi des liens de vos parents ou pas du tout? Bah, du coup, vu que la plupart sont morts. Ah oui, c'est vrai. La plupart sont morts dans la famille. Ok, bon, très bien, je ne disais plus rien. Non, même dans ceux qui restent, non, ils se passent. Alors, mais je crois que c'était avant tu prennes ta décision et tout. Moi, en fait, je bossais juste à côté de où habitent ses parents. D'accord. Et du coup, j'ai recommencé à aller les voir. Et moi, je sais que mon père est très touché qu'il y a un lien qui se refasse et parce que ils ont un peu tout bouleversé et oui, ils sont contents de voir que D'ailleurs, des fois, c'est moi qui donne des nouvelles. Non.
mon père me donne des nouvelles de vous et je lui dis mais tu sais je suis déjà au courant. Il fait, Ah oui, d'accord. bon Il est content de pouvoir. Elle est déjà au courant alors qu'avant il était content de nous. C'était lui le colporteur des nouvelles vu qu'on s'adressait plus la parole tous. Alors que là maintenant voilà double information. C'est chouette. Tant mieux. Triple avec la grand-mère en plus donc. Et du coup tu retournes vivre à l'île de la Réunion? Non, ça a été dur de quitter la Réunion, mais ça a été un peu en fait, la mastectomie, je l'ai pris comme un tremplin dans ma vie pour plein de choses. Du coup, moi, c'était ma best décision ever pour plein d'autres sujets. Je voulais quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais depuis longtemps, mais j'avais pas le courage. Je voulais quitter l'île de la Réunion, mais j'avais pas le courage. En fait, je me sentais bien dans mon quotidien. Et c'est dur de changer tout quand ça se passe bien. Enfin, souvent, on change tout si ça va pas. Tout à fait. Et j'avais un peu peur de tomber dans cette routine de je vis dans une île que j'adore où tout est génial mais trop loin de la famille, trop loin de tout. Je vis dans une entreprise que j'adore mais la finalité c'était plus mes convictions écologiques et j'avais peur de rester dans cette espèce de petite routine sans jamais passer le pas. Et du coup plus tard de regretter, de me dire non mais en fait je m'étais toujours voulu faire un truc et je me suis laissée embarquer dans le quotidien. Et je trouve que quand on n'a pas quelque chose qui est un élément déclencheur rapidement, instantanément, quand c'est une décision trop long terme, on passe pas à l'action. Et moi, la mastectomie, je dis, mais en fait, ça va être ça, mon élément déclencheur. Ça va être ça qui va faire que j'ai une raison suffisamment forte pour quitter une île que j'aime, une raison suffisamment forte pour quitter un boulot que j'aime. Et du coup, je l'ai vu comme mon tremplin. Donc, cette mastectomie, elle représentait plein d'autres choses. Donc, c'est... Ouais, ça représente pas que, ne pas avoir de cancer un jour. Ça représente une nouvelle vie complète pour toi. Une nouvelle vie complète, ouais. Je sais pas si j'ai entendu pas mal de témoignages comme ça de femmes qui disaient que ça rebattait les cartes de plein d'autres sujets dans leur vie. Mais je l'ai souvent entendu pour le cancer, qui disaient moi finalement avec le cancer j'aurais jamais posé toutes ces questions. Et moi je leur dis quand on me dit mais tu vois le cancer ça t'a changé, moi je dis mais moi j'avais déjà fait tout ce travail. En fait j'avais déjà changé de vie, j'avais déjà à quoi il sert ce foutu cancer là, parce que moi j'avais déjà. Mais c'était pour tes rendez-vous. C'était pour que tu puisses apprendre à prendre tes rendez-vous. Maintenant tu sais faire, c'est bon, t'es au taquet. Voilà, oui. Et est-ce que pour peut-être les filles qui nous écoutent, qui viennent d'apprendre qu'elles ont un gène, vous pouvez, je sais pas, leur donner un petit tips, les rassurer, leur dire un petit mot, j'en sais rien, parce que je pense que pour vous ça a été aussi, ça doit bouleverser quand même. Toi t'étais persuadée de pas l'avoir et puis au final t'apprends que tu l'as. Enfin du coup ça doit quand même être bouleversant. Donc si vous avez un petit voilà. Oui, c'est un choc et tout, mais je pense qu'on en revient au fait que en fait c'est trop une chance d'avoir le choix. Et putain, on descend en dessous du quota d'une meuf normale. C'est un truc de ouf, en fait. Donc, d'avoir le choix, c'est vraiment, pour moi, une liberté. Oh, flûte, tu m'as volé les mots. Non, mais c'est... Ouais, je dirais... vraiment, moi, je le vois comme une chance d'être suivie, d'être accompagnée, d'avoir un réseau de dingue, mais vraiment tout ce qui se passe dans le tissu associatif. Il y a tout un réseau de professionnels de santé et d'associatifs qui sait comment mener ça. Je sais qu'il y a une association qui s'appelle BRCA France. Et pour les filles qui nous écoutent, il y a aussi Génétique Cancer qu'on connaît très bien. Et d'ailleurs, on vous mettra le lien des deux assos. Et moi, j'ai contacté la présidente de l'asso parce que c'était une amie d'amis. Et quand je lui en ai parlé, je dis voilà comment on fait et quand on vit ça et d'en parler aux autres, de voir comment on le vit et se sentir libre de chacun le vit comme il veut en fait. Moi ma raison c'était de prendre des rendez-vous. Je me sentais illégitime de dire mon Dieu je me fais retirer un organe pour prendre des rendez-vous, j'avais un peu honte. Et en fait non c'est ça sauvait la vie. Oui, et puis surtout chacun a ses raisons en fait. Bah oui. Et moi juste j'ai un truc que j'ai pas dit, je pense qui est important aussi, c'est que moi vu qu'on m'a toujours dit que je ressemblais à mon père et tout, en fait quelque part ça m'a fait plaisir de me dire mais c'est ma famille quoi. Enfin on est ensemble dans le truc. Il y a quand même un truc comme ça. T'as les gènes de ta maman et t'as la génétique. Bah oui. Ouais, il y a donc. Mais c'est rassurant parce que souvent on rencontre des filles qui sont porteuses de gènes et qui ont des enfants par exemple et qui ont appris qu'elles avaient un cancer en même temps que leur gène. Enfin qu'elles apprennent qu'elles ont un cancer, ils font la recherche. Oui. Vous avez aussi porteuse de gènes. Là elles ont des filles souvent en mode mais attends mais comment je vais faire ? Enfin ça va être un poids pour ma fille. Parce que là c'est pas en fait est-ce que j'aurai des enfants ou pas, c'est j'en ai déjà. Et du coup je trouve ça bien qu'elle puisse entendre aussi ça, que c'est une chance pour vous de le savoir. Je trouve ça que c'est un beau message d'encouragement quoi.
Et est-ce qu'on peut avoir un cancer, même si on fait une mastectomie, donc tu as dit 2%, donc c'est quand même très rare. Pourquoi ? C'est parce qu'il reste les tétons, un peu de chaîne Il reste mammaire ? un peu de glande. En fait, la chire, elle m'a dit qu'elle remonte jusqu'à la clavicule. D'accord. Pour enlever de la glande mammaire, parce que la glande mammaire, c'est un peu comme du sable dans un mur. Il y en a un peu partout, on peut pas tout enlever. Ça va aussi jusqu'à derrière, je suis où là, le grand dorsal. Oui. Et le téton. Et Ouais. donc là, ils en laissent. Donc comme il reste un peu de glande mammaire, on peut pas dire que. D'où les contrôles quand même si zéro. on se fait Ouais. la mastectomie préventive, il y a quand même des contrôles. Oui. Mais ouais, Okay. si on peut éviter, franchement, d'avoir un cancer après s'être fait enlever les seins, Ouais. on veut bien. Bah si oui, bien jamais sûr. quelqu'un nous entend. Une bonne étoile. Ouais. Alors, un grand merci, les filles, pour vos témoignages et du coup pour avoir tout dit avec beaucoup de naturel. Et on vous souhaite plein de bonheur et plein de belles choses. Si vous aimez écouter les pipelettes, est-ce que vous saviez que vous pouvez noter le podcast et le commenter ? Alors n'hésitez pas à réagir si vous voulez nous soutenir. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, si vous êtes ou si vous avez été touché par un cancer du sein, on organise des rencontres entre patients dans toute la France et également en visio. Donc retrouvez toutes les dates sur notre site internet ou sur notre compte Insta. D'ici là, prenez soin de vous. Pipelette.